Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index. On est sorti de l'extrême peur aujourd'hui. On passe à 24 dans la peur. Le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le Market Order Flow en recherche d'achat. On se retrouve demain pour le live du dimanche. À 22h sur Twitch, on tirera ensemble tous les gagnants de la semaine. Alors n'oubliez pas de tenter votre chance en commentant tous les apps crypto du numéro 147 au 152. Il n'y aura pas un tirage au sort par vidéo, mais nous aurons dorénavant 2 gagnants par vidéo. Alors je vous dis à demain, je vous souhaite une bonne vidéo, c'était Zap Crypto. Je rappelle aussi qu'en vue jour, on a le Bitcoin qui est dans des bandes de Bollinger très resserrées. Et ça, je vous l'ai déjà dit, regardez ça, les bandes de Bollinger resserrées, on est en train de tenter de les break par le haut actuellement, donc ça c'est très bon. Et donc là, si on arrive à péter ces bandes de Bollinger par le haut, ce sera un excellent signal d'achat pour Pump. Parce que regardez, des bandes de Bollinger, quand c'est hyper resserré et quand ça pète, en général, ça pète vénère, regardez. On a eu l'exemple ici, là, vous le voyez. Là, on avait des bandes de Bollinger qui étaient resserrées. Malheureusement, elles ont pété par le bas. Ça arrive, les bandes de Bollinger resserrées, ça ne veut pas dire que ça va péter par le haut, ça veut dire que ça va péter fort. Donc là, on avait des bandes de Bollinger resserrées, elles ont pété. Malheureusement, c'était par le bas, mais regardez l'ampleur du mouvement. C'était un énorme mouvement, à partir du moment où ça avait pété. Il y a eu quand même un moins 23... Non, moins 32%. Moins 32%. Donc là, si jamais on arrive à péter ces bandes de Bollinger par le haut, on peut s'attendre à un très gros mouvement d'ampleur sur le Bitcoin. Donc, on croise les doigts. On croise vraiment les doigts pour que ce soit pété par le haut. Pour l'instant, j'avoue que ça en prend bien la tournure. On est en train de tenter la cassure d'ailleurs. Mais, attention, c'est pas fait. On peut très bien avoir un énorme rejet. Et hop, toutes les figures chartistes et tout ce que je viens de vous dire là, qui est complètement bullish, peut s'annuler en un claquement de doigts. Vous le savez, la crypto-monnaie, ça marche comme ça. On a regardé Coinelis toute la journée, ça a pas mal été partagé sur le Discord, on peut se mettre vraiment sur des petites time frames, on a toujours sur la ration long short qui continue à s'apprécier, entre guillemets, on est toujours beaucoup plus de vendeurs à découvert, on le voit très bien sur le Binance, je vous le montre de temps en temps, au niveau du ratio, on est actuellement sur des ratios long trader, enfin ration long short, on est sur du 42% long, 57% short, pour le coup c'est relativement rare pour être souligné, c'est vraiment rare, pour le coup on va reprendre un petit peu en daily pour voir jusqu'où on peut remonter. Ça va pas si loin que ça, je crois, début du mois. Mais bon, on est sur un plus bas niveau, par rapport au tout le mois de juin. On est sur un plus bas niveau vis-à-vis du ratio long short. Donc c'est très positif. C'est très positif. Je pense qu'on va pouvoir tout éclater au nord. C'est en tout cas dans l'idée même que je me fais par rapport à ce Bitcoin. Maintenant, j'aimerais aussi vous montrer ce graphique. Voilà encore un post super intéressant de la part de TechDev. Alors ici, vous pouvez voir le Nasdaq comparé au graphe du Bitcoin. Du coup, si ceci remonte, alors ça veut dire que le Bitcoin surperforme le Nasdaq. Maintenant, ce qu'on sait ici, c'est que si on devait comparer le Bitcoin à quoi que ce soit comme actif, eh bien le Nasdaq est probablement le meilleur indicateur pour ce faire, étant donné qu'il s'agit majoritairement d'actions de technologie. En fait, on sait aussi que le Bitcoin est une technologie. Vous voyez un peu là où je veux en venir. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'après avoir formé ce gros sommet en 2018 pour le Bitcoin, un des précédent all-time high évidemment, eh bien on a chuté, on a eu un bear market, etc. Le Nasdaq, quant à lui, a cette fois surperformé le Bitcoin et on est venu trouver le bottom sur cette ligne de tendance. Et le truc, c'est qu'on s'est arrêté de chuter exactement 476 jours après ce pic en question. Ensuite, on a eu cette ligne de tendance, on s'est consolidé, on a chuté et on a trouvé le fond ici sur cette consolidation. Et ou plutôt on recommence plutôt à monter à partir de ce point. Voilà, encore une fois, 476 jours à partir du précédent sommet. Ok, vous suivez? Et après ces fameux 476 jours à partir desquels on recommence une fois encore à monter, ce que vous pouvez voir ensuite, c'est que, eh bien, on s'élève et même au sein de ceci, vous voyez qu'on forme des styles de biseau. Regardez, on se consolide dans ce biseau, encore une fois dans celui-ci qu'on a juste là, et vous pouvez voir qu'on est en ce moment exactement en fait à 476 jours de distance du précédent all-time high ici sur le graphique du Nasdaq. Donc voilà, encore une fois, quelque chose de super intéressant. Est-ce que l'histoire risque une fois encore de se répéter? Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et aussi, vous pouvez voir à ce point, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les lignes de tendance de tous ces précédents cycles ici, si je peux dire, là où on se consolide et qu'on y trouve du support en gros. Donc, on se consolide et on trouve du support sur ce niveau. Ensuite, évidemment, ce niveau juste là. Et tout ça, en gros, pour vous montrer qu'ils convergent tous vers ce point ici en particulier, où on a encore 476 jours qui viennent de passer depuis le sommet. Personnellement, je trouve ça super intéressant, mais encore une fois, faites-moi savoir ce que vous pensez personnellement. Est-ce qu'on va remonter à partir de ce point ou pas? Je vais regarder Ether en USD, qui essaye de maintenir ce fameux niveau. En mensuel, je vais me remettre en log par contre.
hop, qui a l'air de tenir ce niveau. Ça serait quand même bien qu'on close à l'intérieur de la box blanche ce mois-ci. Sinon, ça pue, hein, j'allais dire la prochaine target, sinon c'est les 400. Les informations que je vous ai données aujourd'hui n'est qu'une partie de ce que j'ai appris à mes dépens, en gagnant et en perdant également, en faisant des recherches, en apprenant, en faisant des erreurs et en améliorant mon comportement sur les 7 dernières années. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain et dans 4, 5, 8 ans, j'aurai un discours encore plus précautionneux et encore plus minutieux que celui que je peux tenir aujourd'hui parce que comme tout le monde ici, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Calmez vos esprits, quand le FOMO et l'excitation vous donnent envie de rentrer, n'oubliez pas que des opportunités, il y en avait hier et il y en aura toujours demain et profitez de la calmie du marché pour prendre du recul et pour parfaire votre expertise et votre compréhension de l'écosystème plutôt que pour continuer à chercher des investissements court terme que vous perdrez dans 90% des cas. Pour ma part, je profite de cette période pour augmenter la quantité des grosses crypto-monnaies que j'ai, comme le Bitcoin et comme l'Ether, mais toujours avec beaucoup de précautions. Je vous rappelle que ceci n'est pas un conseil en investissement, parce que les cours peuvent encore baisser plus bas. Je le fais en ayant une certaine réserve, en connaissant le risque auquel je m'expose, en acceptant le fait que la crypto-monnaie que j'achète aujourd'hui, aussi grosse soit-elle, puisse perdre de la valeur demain, et en respectant la stratégie que j'ai établie préalablement quand je n'étais pas pris par mes sentiments, stratégie que je suis au fil de l'eau en fonction de l'évolution de ce marché. L'illusion que les gens ont du trading dans leur tête, que c'est un métier qui rapporte énormément d'argent, donc c'est normal que le mec demande beaucoup d'argent. Tu vois, c'est justement pour ça, c'est parce qu'il est compétent. Sinon, ceux qui vendent les formations pas chères, c'est parce qu'ils sont pas compétents, ces gars-là. Enfin, tu vois, c'est ça le principal connerie. Ce qui force ces gars-là, en fait, à se dire, bon, pour y arriver, il va falloir que je mette la main à la pâte. Concrètement, j'avais 5000 balles, j'en ai déjà cramé 1000, il m'en reste 4000, et puis je vais te sortir 2000 ou 2500 balles pour une formation. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais, bro? Enfin, je sais pas, remets-toi dans le contexte d'une étude. Est-ce que, concrètement, tu n'as aucune garantie? C'est-à-dire que quand tu vas apprendre un master, etc., à moins que tu échoues dans ton master, quand tu auras ton master, tu auras la pseudo-garantie d'avoir un métier derrière qui va te donner de l'argent. Tu as un retour sur investissement garanti. Le trading, putain, t'en sais rien. Parce que concrètement, le mec qui a l'air compétent, il ne l'est peut-être pas, il va peut-être pas t'apprendre correctement, ou comme on l'a dit, peut-être que ça va te gonfler, tu ne seras pas assez patient et tu vas arrêter. Donc tu vas payer une formation pour la moitié du capital qui te reste, en espérant que le mec va te permettre de remonter positif, gagner des millions, etc., etc. Tu te rends compte que ce raisonnement, quand tu le construis dans cet ordre-là, c'est stupide. Et ben, tu sais qu'il y a 80% des gens qui font ça. Et tu comprends pourquoi il y a très peu de gens qui réussissent dans le trading, en fait. C'est parce que la plupart de ces trucs-là, c'est complètement antinomique et antilogique, mais les gens le font. Comment tu identifies du coup les bonnes personnes pour toi qui peuvent être justement des sources d'inspiration, même pas forcément des formateurs, mais au moins des sources d'inspiration quand ils partagent leur contenu? Qu'est-ce qui les relie? Quel est un peu leur déjà commencer par tout ce qui est gratuit. Tu as vu la quantité de trucs qui circulent gratos sur le net? Qu'est-ce que tu vas payer pour acheter un PDF? Non mais franchement, je sais pas, au bout d'un moment, il faut quand même se réveiller. Je voulais parler des développeurs du Bitcoin avec un des core devs du Bitcoin, donc un des développeurs vraiment principaux du Bitcoin qui ont accès au GitHub du projet Bitcoin, qui peuvent pousser du code sur le projet GitHub du Bitcoin. Donc c'est Peter Thiel qui tout simplement a enlevé ses droits, qui n'a plus les droits de core dev, il est plus mainteneur. C'est les personnes qui mergent le code, en fait, c'est eux qui poussent le code sur le répertoire principal ou de code, et c'est ce qui, eux, en fait, qui sont les maîtres du temple du Bitcoin, on va dire. C'est au final qui ont le dernier mot sur qu'est-ce qui va atterrir sur le code source du Bitcoin. Donc là, lui, il quitte le projet parce qu'il va faire d'autres choses. Mais ce dont je voulais parler aussi, il est là depuis très longtemps, hein, ça fait quasiment 10 ans qu'il est sur le Bitcoin. Et en fait, la news, c'est que il va être remplacé, ou plutôt il y a en même temps, parallèlement au fait qu'il est quitté, il y a une nouvelle personne qui a intégré les core devs, et c'est Gloria Zhao. C'est la première fois qu'une femme, en tout cas, parce qu'il y a des personnes anonymes, on sait pas si c'est des hommes ou des garçons, mais là c'est des hommes ou des femmes. Là c'est la première fois qu'on sait que voilà, il y a une femme qui devient core dev du Bitcoin. C'est quelqu'un qui pousse du code depuis un certain temps sur le Bitcoin. Donc il y a eu toute la discussion des core devs où ils ont dit voilà, ça fait plus de 2 ans qu'elle travaille sur tous ces sujets. On propose qu'elle intègre maintenant officiellement les mainteneurs du Bitcoin pour pouvoir faire son travail tout simplement. Donc c'est vraiment intéressant cette information. Voilà, Gloria Zhao
A priori, elle est assez jeune, elle est diplômée, elle a eu j'ai plus retrouvé l'étude, mais je crois que c'est une grande université aux États-Unis. Donc voilà, c'est toujours bien un peu de diversité dans les cryptos. Ensuite, Elon Musk qui met fin à son accord de rachat avec Twitter. Apparemment, voilà, Twitter n'aurait pas respecté certaines règles, donc ça fait beaucoup parler, et du coup Twitter qui s'en sort affaibli. Après, ça reste comme un réseau social énorme, donc bon, je pense qu'ils se remettront. Et pendant ce temps, en Belgique, on a la FSMA qui lance une consultation pour déterminer une qualification des différents actifs du secteur crypto. En effet, l'autorité des services et des marchés belges a déclaré que, en attendant l'éclaircissement au niveau européen avec la loi MiCA en 2024, il souhaitait la mise en place d'une législation encadrant le secteur crypto, et pour cela il lance une consultation qui aura pour but de déterminer si les cryptoactifs sont soit des valeurs mobilières, soit un instrument d'investissement, soit un instrument financier. À savoir que les parties prenantes auront jusqu'au 31 juillet pour participer à la consultation, et donc après cette date, la FSMA va commencer à travailler sur un cadre réglementaire, et donc chers amis belges, il semblerait qu'il faut s'attendre à ce qu'une loi encadrant les cryptos arrive plus vite que MiCA au niveau européen. Il y avait une autre petite news que je voulais vous montrer, c'est ça, Sequoia Capital lève 9 milliards de dollars malgré l'hiver crypto, mais ce qui est très drôle, c'est en fait par rapport à leur succursale Made in China. C'est pour des projets chinois. Bizarrement, il y a 3 mois en arrière, la Chine avait banni pour la 9e fois l'ensemble des transactions de cryptoactifs sur son territoire. Et bizarrement, il y a Sequoia Capital, c'est une entreprise californienne qui a mis à disposition de sa filiale chinoise pour pouvoir porter des projets chinois sur des cryptoactifs notamment et des projets blockchain, 9 milliards de dollars. Waouh! Donc c'est intéressant d'avoir en fait ce contre-pied par rapport à ce qu'on peut lire, entendre sur notamment le parti chinois vis-à-vis de la légalité ou le ban ou le bannissement total des transactions entre particuliers ou entreprises vis-à-vis des marchés crypto. Mais derrière, il y a des entreprises qui bossent pour cet écosystème. Et on le voit très bien aussi sur Bitsnode, c'est juste ici. Bitsnode, ça permet en fait de regarder là où il y a des transactions au niveau de l'écosystème et des nodes, si vous voulez, de Bitcoin. Il y en a beaucoup en Europe, beaucoup aux États-Unis depuis le ban chinois, mais ça arrive qu'on ait des petits points là-dedans, en Asie, qui commencent à voilà, hop, un petit point ici, un petit point là-haut. Ça permet en fait de voir qu'il y a des fermes de minage en fait qui sont encore positionnées là-bas et qu'on continue à tourner. Bah ça trompe pas. Pour le coup, ça trompe pas. Malgré qu'il y en ait, je pense, énormément qui soient cachés ou qui arrivent à se dissimuler. Donc ça peut être aussi des petites fermes ou des petits particuliers avec dans les garages ou etc. Mais généralement, ce qu'ils proposent ici, c'est plutôt des grosses fermes de minage, des grosses choses par rapport à des IP qui sont reprises. Donc c'est intéressant de voir qu'en Chine, il y a quand même des petites choses qui se passent. Donc c'est intéressant, toujours, d'en parler. Et je pense que ce fameux ban China tendra dans les prochains mois ou prochaines années à évoluer. Et je pense que ça viendra par rapport aux monnaies digitales de banque centrale. Voilà pour ça. Et on attaque ce top 5 des news de la semaine avec une news assez pessimiste pour l'univers crypto, puisqu'il s'agit de la création de la première conférence anti-Bitcoin. C'est vrai que pour le moment, on avait surtout des conférences plutôt pro-crypto qui s'effectuaient. On n'avait pas vraiment de mouvement, d'associations qui se mettaient en face vraiment pour lutter contre les cryptos, hormis au final un petit peu les membres politiques. On peut penser notamment à Aurore Lalu ou encore Christine Lagarde ou quelques petits économistes qui se battaient en duel sur Twitter. Mais sinon, il n'y avait pas vraiment de vrai événement consacré à militer dans la régulation des cryptos ou militer même pire que ça, parce que là c'est vraiment anti-crypto, donc réguler c'est pas forcément négatif, mais là c'est vraiment anti-crypto. Donc on va avoir la première conférence anti-crypto qui va se dérouler le 5 et 6 septembre prochain à Londres. La conférence a été baptisée Crypto Policy Symposium. Donc je compte vraiment sur vous pour le coup pour ne pas assister à cette conférence. Si jamais j'envoie un d'entre vous, attention. Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger, ici la police. Crypto Actu. Binance autorisé en Espagne, voilà, c'est une filiale, la filiale espagnole Binance, Moontech Spain, vient d'obtenir l'approbation de la Banque centrale du pays pour exercer en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels. Bonne nouvelle, on voit que Binance avance, Binance continue à avancer avec sa société propre ou avec ses filiales, etc. Il s'implante vraiment dans le monde entier, il est en train de s'implanter, c'est pas mal. Et en parlant d'activités suspectes, on a un ancien sous-traitant de Celsius qui a déposé plainte contre la plateforme. C'est-à-dire que Jason Stone et sa société Kify avaient pour mission de gérer des fonds pour Celsius et également de transmettre la propriété intellectuelle de leur savoir-faire sur la gestion de plusieurs opérations. Et avec l'accord passé, Kify aurait dû recevoir 7,5% des bénéfices nets du stacking et 20% des bénéfices nets de l'activité DeFi.
Et le problème, c'est que Celsius n'aurait jamais honoré la part de son contrat et n'aurait donc jamais payé la société. Et Jason Stone va même encore plus loin, car il déclare que la société avait des pratiques assimilées à un schéma de Ponzi. En effet, d'après ses déclarations, la plateforme qui offrait des rendements contre le dépôt de crypto a fait face à de lourdes pertes à cause de l'impermanent loss sur les protocoles DeFi durant 2021. Et bien sûr, comme leurs clients s'attendaient légitimement à retrouver la même somme de crypto qu'ils avaient déposée, la société aurait commencé à racheter des cryptos pour compenser la perte, et c'est là qu'ils auraient commencé à gonfler artificiellement les rendements proposés pour attirer de nouveaux clients, ce qui permettait ainsi de payer les premiers clients. Mais attention, je précise qu'à l'heure actuelle, il ne s'agit que d'accusations, et il semblerait qu'il n'y a aucun document dans le procès verbal qui prouve que les deux sociétés ont bien passé un accord. Mais si ces accusations s'avéraient être vraies, ça pourrait être le coup final pour la plateforme qui a déjà un pied dans le cercueil, malgré le remboursement de leur emprunt sur MakerDAO. Ensuite, on a un utilisateur de OpenSea qui a développé un truc qui s'appelle Dune, une plateforme qui en fait recense tous les NFT volés, en tout cas signalés volés sur OpenSea. Cette fonction en fait de signaler volés, elle a été mise en place par OpenSea et lui du coup s'en sert en fait pour recenser tout ça. Et du coup donc apparemment il y aurait plus de 18 millions de dollars de NFT volés qui concernent juste la collection des Bored Ape. Donc c'est vraiment un truc hallucinant. On voit que les personnes de mauvaise intention ont encore beaucoup d'argent à se faire malheureusement dans le Web3. Et ensuite, on a l'ancien responsable gaming de TikTok qui lui a décidé de quitter son poste après 2 ans pour créer sa propre société de jeux blockchain. En effet, il ambitionne avec sa startup qui se nomme MetaZero de proposer une solution pour l'interopérabilité entre les blockchains pour les jeux blockchain. Mais je précise que pour le moment, l'ancien responsable gaming de TikTok n'a dévoilé aucune information sur cette solution. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.